Il y avait d'ailleurs, il y en avait un qui s'appelait comment? Il avait dit, oui, un philosophe, je ne me rappelle plus son nom, puis c'était un ecclésiastique, je crois. Il avait dit, euh, entre deux théories, c'est la plus simple et meilleure, hein. Oui, ben, c'est le rasoir d'Occam. Voilà, c'est celui-là. Okay. Est-ce que c'était un ecclésiastique? Oui, oui, mais de toute façon, à l'époque, ils étaient tous, Ils étaient tous. ou presque, hein. Est-ce qu'il occupait un poste important? Il était évêque ou quelque chose de ça? Pas- non, enfin, il était universitaire, hein, Voilà. Occam. Il a enseigné à Paris, d'ailleurs. Bon, en Alors, attendant tout le monde, je vous montre ce que oui. j'ai consulté, hein. Alors, le dictionnaire d'histoire, alors, d'histoire et philosophie des sciences, hein, de Dominique Lecourt. Alors, j'ai regardé, il n'y a pas le mot cosmos dans le Oui, lexique, déjà, hein. C'est quand même grave, hein. oui. Alors, Alors, il y a. le cours, il est prof à Louvain Ah, et, Lecourt, ouais, ah d'accord, oui, c'est en Belgique, ça. et il est archi-darwinien. En plus, Oui, non, oui. Non, mais le justement, pauvre, c'est pour ça. Enfin, tout, je ne crois mais pas. justement, ça se Oh non, tient, ça se tient. ça se tient. Bon, alors voilà, je vous signale que j'ai lu aussi, je me suis farci Alexandre Coiré. Alexandre Coiré, alors c'est mal, vous arrivez du mal à voir. Le titre, c'est Du monde clos à un univers infini. Vous vous rendez compte l'erreur qu'il fait là? Il passe du monde clos des anciens à l'univers infini, comme s'il n'y avait pas d'intermédiaire possible. Ça, là aussi, c'est grave, hein. Bon. Alors, j'ai relu aussi Les Grands Initiés, pour me farcir un peu la philosophie ancienne. Et là, j'ai appris beaucoup de choses en ce qui concerne, soi-disant, Socrate et Platon. C'était des pâles copieurs de Pythagore, hein. Faut le savoir, hein. Là, il y a 100 pages sur Pythagore, il y a peut-être 20 pages sur Platon, hein. Alors, ça aussi très important, et ça je l'ai signalé à Dominique, il y a le livre Le dossier Pythagore. Alors, qu'est-ce que c'est que ce. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ben, il dit que le Pythagore a été ostracisé. Pythagore a été mis de côté, hein. Ça a été systématique. Et alors après, j'ai regardé aussi le bouquin Cosmos de Onfray. Alors lui, il bavarde tout le temps, il radote, mais enfin bon, quand même, il y a le mérite. Il réintroduit aussi le concept de cosmos. Il dit que le concept de cosmos a été oublié. Bon, évidemment, ils ne vont pas plus loin. Alors, nous, dans l'article qu'on vient de publier là, avec les amis Pierre René, là, on montre que le cosmos est un calculateur et qui utilise comme base les fameux nombres mystérieux de la physique actuelle. Autrement dit, il y a une trentaine de paramètres inconnus en physique actuelle. Ce sont les bases de calcul d'un cosmos. Et là, on a les preuves. Alors, quand vous consulterez l'article, vous verrez, il y a une page avec 56 formules qui donnent le rayon de Hubble. Et beaucoup de ces formules, c'est des petits nombres élevés à des puissances grandes. Donc ça, c'est le principe de la base. Une base, c'est un petit nombre qui sert à exprimer un grand nombre. Vous y êtes là? Les informaticiens, ça devrait vous plaire. Alors, les mathématiciens, ils ont des bases assez connues. C'est la base petit e. Petit e, la base d'Euler. Et on montre, tenez-vous bien, hein, bon, René le connaît, que E puissance E, E puissance E puissance E et E puissance E puissance E puissance E corrèlent directement avec les paramètres de la physique. Donc, les paramètres de la physique sont liés intimement avec la base optimale des mathématiciens. Vous verrez dans l'article, c'est dans la table 1, c'est la première ligne. C'est une ligne très importante. Et on relie déjà les paramètres importants. Ah oui, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est s'il y a 30 paramètres, attention à ça, hein. Si vous avez 30 paramètres inconnus, il faut faire une hiérarchie, hein. Sinon, on ne peut pas comprendre. Donc, autrement dit, ce qui se passe, le cosmos, vous savez, le cosmos des anciens, une de ses propriétés, c'était la hiérarchie. Donc, il y a des nombres qui sont plus importants que les autres. Alors, le premier de ces nombres, c'est 137. Ensuite, c'est 1836.
Et ensuite, c'est le rapport de masse proton, non, masse de Planck sur masse de proton, c'est un nombre 10 puissance 22, on l'appelle grand P, c'est un nombre aussi très important, mais il est beaucoup plus grand que les deux autres. Bon, donc je vous signale que l'article qu'on a envoyé, là, ça y est, il est publié, on donne des explications topologiques des deux nombres, 137 et 1836. Alors 137, c'est le nombre de zones dans un plan quand vous tracez 16 droites. Dans un plan, vous tracez 16 droites, vous avez 137 zones. Voilà. Et alors, pour le 1836, si vous prenez 16 points et vous tracez toutes les droites qui passent définies par ces points, vous avez 1836 intersections. Donc ça y est, la jonction est faite avec la topologie arithmétique. C'est ça la nouveauté, une des nouveautés de l'article. Bon, l'article va très loin, parce qu'il y a une chose qui va intéresser fortement notre ami Dominique, c'est que l'ADN arrive au centre de l'axe topologique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'axe topologique? On avait défini dans l'article précédent toute une série de valeurs importantes en physique qui s'alignent sur une droite. Mais il y avait un point manquant. Le point manquant, c'est le point central qui correspond à la dimension 16, justement. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? L'ADN est là. L'ADN. Hein. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'ADN? C'est la masse du bicodon d'ADN, c'est-à-dire, vous savez, l'ADN, c'est une double hélice. Hein. Alors, vous avez un codon d'un côté, un autre codon de l'autre. Bon, on prend la masse du bicodon, l'ensemble des deux. Hein. Donc, la masse du bicodon comporte 6 nucléotides. Et alors, maintenant, tenez-vous bien. Alors là, ça ne s'invente pas. La masse moyenne du nucléon d'ADN est reliée directement à la masse de l'hydrogène, du proton et du neutron, à 10-7 près. Alors là, c'est pratiquement incroyable. Hein. Les gens vont dire c'est un coup de chance, mais là, c'est difficile de dire un coup de chance parce que quand c'est à 10-7, ça correspond à gagner au loto avec une grille normale. Hein, René avait calculé. Donc, on considère à 10-7 que ça devient une vérité scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ADN connectant avec les paramètres principaux de la physique, l'ADN est donc partout dans l'univers. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ils cherchent tous, les gens actuellement cherchent tous des traces de vie à droite à gauche. Il faut qu'ils regardent cet article déjà. Hein. Mais ils ne vont pas regarder, hein, rassurez-vous. Ce qui se passe, le système scientifique est tellement noyé dans leurs erreurs qu'ils considèrent ce genre de travail qu'on fait là, qu'ils considèrent que c'est des égarements numérologiques et tout ça. Mais attention, c'est qu'il y a des prédictions. Et il y a des prédictions très précises sur ce que les grands télescopes vont observer. Hein. Alors là, ça va aller loin. Hein. Et donc, quand les grands télescopes vont s'apercevoir que toute la théorie précédente était fausse et qu'il y a donc un grand cosmos, hein, à ce moment-là, tout va s'effondrer et le best-seller va se vendre comme des petits pains. En attendant, le best-seller ne se vendra pas. Hein. Parce que les gens ne sont pas prêts. Alors, si vous voulez, moi, j'ai travaillé à la plus grande université d'Orsay. Quand je leur ai dit que j'ai calculé le rayon de Hubble en 3 minutes avec les 3 constantes de la physique, personne m'a cru. Et ils n'avaient pas intérêt à me croire parce que ça foutait en l'air toute leur carrière. Hein. Donc, ils étaient jugés partis. Et donc, ils m'ont mis dans un placard. Et bon, ben, moi, j'ai continué, hein, évidemment. Vous réalisez, 25 ans après, qu'est-ce que j'ai confirmé? Ça se confirme totalement. Voilà. Alors, donc, il faut que j'insiste sur ce concept de constante universelle, que les philosophes n'ont rien compris à ça. Voilà. Alors, en particulier, un certain Emmanuel Kant, là. Il a voulu ramener les mécaniques, lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Emmanuel Kant a voulu expliquer le succès de Newton. Alors, il a commencé à faire des analyses psychologiques, tout ça, très compliqué. Et à un moment donné, il écrit bêtement l'expérience ne peut jamais apporter quelque chose de fondamental. Erreur. Que Newton a apporté, c'est l'existence d'une constante universelle. Attention, le mot universel veut dire qu'elle reste constante tout le temps et partout.
Et ça, c'est un principe d'ordre cosmique. Et Emmanuel Kant n'a pas compris ça, l'autre. Alors donc, oui, parce que j'ai lu un autre bouquin, là, je sais pas où je l'ai mis, l'autre. J'ai un bouquin d'une. Oui, j'ai voulu faire un peu le tour des philosophes, là. Et il y a un bouquin d'une certaine Jeanne Hersch, hein, qui a fait un livre sur l'histoire de la philosophie. Bon, j'ai regardé. Bon, elle n'a rien compris, la pauvre. Mais enfin, elle a expliqué quand même que ce Emmanuel Kant, il a voulu la ramener en science et il a fait un contresens total. Il a dit, lui, il a conclu qu'il y avait pas, que l'univers était infini, qu'il n'y avait pas de cosmos. Donc. Parce que le cosmos, si le cosmos est numérique, forcément, il n'est pas infini. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Donc là, Kant s'est trompé. Alors après, j'ai regardé l'historique. Il y avait avant lui un certain Nicolas de Cuse, un évêque, qui lui aussi, il a ramené la mécanique en disant ouais, l'univers doit être infini. Suivi en ça par un certain, comment il s'appelait, celui qui s'est fait brûler là, Oui, Giordano Bruno, lui aussi a déclaré que l'univers était infini. Ça, c'est contraire au concept de cosmos. Alors, le concept de cosmos, qu'est-ce que ça regroupe? Ça regroupe qu'il est numérique. Numérique, ça veut dire véridique. Ça, il faut bien comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de philosophes, hein, bon, je ne me rappelle plus les détails, ça peut-être Dominique va préciser, il y a beaucoup de philosophes qui ont dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ça, c'est une grosse erreur. Parce que vérité absolue, je vais vous en dire une, moi. Hein. 2 fois 5 égale 3 plus 7. Et ça fait 10, c'est la fameuse tétractis des pythagoriciens. Pourquoi les pythagoriciens avaient mis le 10 en exergue? Parce qu'ils reliaient les 4 nombres premiers qui sont fondamentaux, 2, 3, 5 et 7. Et on démontre, là dans l'article, à plusieurs reprises, on montre que le cosmos utilise principalement ces 4 nombres-là comme base. Or, qu'est-ce qu'utilise la musique? Attention, le sens musical. Il faut que vous sachiez qu'il est relié aux relations en nombre simple entre 2, 3 et 5. Le 7, il n'y en a pas tellement dans la musique consciente. J'ai consulté, je vous montre un peu ce que j'ai consulté. Là. J'ai consulté le traité de musicologie comparée. Là. Alors ça, ce traité de musicologie compare les sciences des divers peuples. Et on s'aperçoit, attention, hein, on s'aperçoit que les Chinois de la dynastie des Han utilisaient des gammes à 60 notes. Ce qui fait donc intervenir le nombre 3 puissance 60, et c'est le nombre d'or à la puissance 137. Donc le nombre d'or s'introduit en musique. Alors vous savez que les artistes ont longtemps cherché à inclure le nombre d'or dans la musique, et jamais ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas taugé. Il fallait consulter la musique des Chinois. Dans la cour de l'empereur de Chine, tout était basé sur les musiques. Ils étaient drôlement en avance à ce niveau-là. Et ça, c'est très peu connu, il a fallu aller chercher là-dedans. Bon, bref. Donc, alors, donc, il faut bien comprendre, pour revenir au concept de cosmos, donc il doit être numérique, donc véridique. Ah oui, vous faites un détail. Hein. 3 plus 7 égale 10. 3 et 7 sont des nombres de Mersenne associés. Hein. Alors, je m'adresse ben, oui, vous autres, les informaticiens, vous avez les nombres de Mersenne ont des propriétés arithmétiques incroyables. 2 puissance 2 moins 1, c'est le premier nombre de Mersenne, c'est 3. 2 puissance 3 moins 1, c'est 7. C'est entre 25 et 30 millions. Attendez, il y a Jeff Frigo qui arrive. C'est Jeff. Bonjour. Salut Jeff. Alors, quelle nouvelle, Jeff? Salut. Bon, ouais, donc on a avancé, on a commencé sans toi parce que tu es toujours à la bourre. Bon, On va un peu le son là. Ouais, ça va, on t'écoute, ça va, c'est bien. Bon, tu lèves la main quand tu auras quelque chose à dire, mais tu me laisses finir l'introduction de notre débat. Hein. Donc, on en était au fait que les pythagoriciens adoraient, bon, disons adorer, c'est un gros, vénéraient le 3 plus 7 égale 10.
Et je rappelais que 3 et 7 ont des nombres de Mersenne associés. Et quel est le nombre de Mersenne suivant? 2 puissance 7 moins 1, 127. Donc 3, 7, 127, vous faites la somme 137. Voilà. Et ça a été repéré par l'école de Cambridge. Ils appellent ça la hiérarchie combinatoire. Que le 137 se définit par 3, donc 3 nombres de Mersenne associés. Et alors, devinez ce qui se passe. Le terme suivant, 2 puissance 127, donne le rayon de Hubble, avec la longueur d'onde de l'électron. Voilà. Il y a un c'est meilleur qu'un lumière. Donc voilà. Donc, autrement dit, les Égyptiens, avec cette. Parce que vous dire Pythagore, bon, là, c'est pas clair dans les bouquins. Mais dans les initiés, dans le bouquin d'Edouard Chéret, il rappelle que Pythagore a passé 23 ans en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Ben, apparemment, là, il y a du bruit chez Jeff Rigaud. Je ne sais pas, est-ce qu'il pourrait peut-être couper son micro? Rigaud, arrête ton friture, Rigaud. C'est parce que j'ai mes haut-parleurs qui sont peut-être trop près du micro, c'est ça? C'est ça. peut-être ça, oui. Recule un petit peu, s'il te plaît. Il faudrait baisser le son, peut-être. C'est le son, d'accord. Alors on va baisser. Voilà. Bon, voilà. Donc Désolé. ce livre-là est fondamental. Parce qu'il explique les débuts des erreurs des philosophes. Les philosophes ont insisté sur Platon, Socrate et tout ça, alors que c'était des amateurs, c'était des vulgarisateurs de Pythagore. Et Pythagore, il a introduit la science, la vraie science, la science numérique et véridique. Bon, donc le cosmos en question. Alors le cosmos en question, il est forcément éternel. Pas de début ni fin. Pourquoi? Ça, c'est le principe de la physique de Poincaré. C'est Poincaré qui a dit, si vous vous amusez à faire varier les constantes, il n'y a plus de physique, vous allez à la pêche. Donc la physique est basée sur l'invariance des constantes. Est-ce que tu es d'accord, Jeff, là-dessus? Je vois que Joël, il fait un peu la gueule. Tu ne vas pas me dire que tu as fait varier les constantes. Hein? Bon, on verra après la discussion. Ça dépend du point de vue, je te laisse parler. Non, ben voilà, bon, je finis. Donc le cosmos doit être harmonique. Donc ça, j'ai bien insisté. On a prouvé que les bases fondamentales du cosmos, c'est 2, 3, 5, les 3 bases musicales, plus le 6. Un exemple. Si vous faites le produit 2 par 3 par 5 par 7, vous obtenez 210. C'est la mère du muon. On entend la friture, tu de la friture. Recule un peu. Qui c'est qui cause là? Il y a des fantômes qui causent, Jeff. Qu'est-ce que tu nous fais là? Rien, j'écoute. Hein. Je vais couper ma télé. Parce que coupe la télé. Bah oui, c'est elle. Parasite. C'est pas sérieux cette histoire-là, ça m'intéresse maintenant. Voilà. Non, c'était ça. Désolé. Ça, je vais On est entre nous. Hein. Alors, oui. Il y a aussi un détail intéressant. Ça, c'est quand même. Ça n'a pas été dit par les anciens, plus ou moins. Hein. C'est que le cosmos est artistique. Alors là, ça, j'invente un nouveau mot, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire, artistique? Bon, qu'est-ce que c'est que l'art? Alors, l'art, les gens n'arrivent pas à le définir. L'art, en fait, c'est ce qui reste. Ah oui, parce que ce qui n'est pas beau, ça dégage. Je donne un exemple. La pyramide de Khéops. Vous savez que tout le monde a jaugé sur les... J'ai regardé les mensurations. Hein. C'est clair. Hein. Au millième près, ça définit le nombre pi. Hein. Au millième près. Alors là, il s'est gouré, l'autre. Celui qui a fait le bouquin, là, le dossier Pythagore, il dit c'est au centième près. Non, j'ai regardé au millième près. Bon, c'est un bricoleur, lui. Hein. Bon, il a quand même fait une bonne chose en insistant sur l'éradication de Pythagore, mais sinon, à côté de ça, il fait des bêtises. Il est darwinien aussi. Or, Darwin ne tient pas la route. Hein. Enfin, je vais expliquer. Bon. Et je reviens sur l'artistique. Donc,
un artiste et un mathématicien formaliste, c'est les deux opposés. Le formaliste, il va démontrer 1 plus 1 égale 2, il va tout déduire à partir de fondements. L'artiste, il va commencer par dégrossir, donc simplifier le travail. Vous voyez, vous avez déjà vu un peintre. Bon, il arrive, si vous voulez vous dessiner, il dessine déjà à peu près un rond. Bon, bref. Bon, alors il se trouve justement là que si vous voulez, le cerveau humain, là, il y a un truc très important. Il peut être déductif, mais il peut être inductif aussi. Et par l'induction, on trouve des choses plus importantes souvent qui approchent et en plus qui vont être confirmées par la déduction. Donc l'induction, c'est, je rappelle, hein, moi quand j'ai utilisé 3 constantes universelles, hein, j'ai enlevé la vitesse lumière parce que Non, pas. c'est Sur la boîte. voilà. Bon, j'ai estimé que la vitesse lumière ne pouvait pas s'adapter au cosmos, contrairement à tous les bouquins de cosmologie qui disent. Hein. Pourquoi? Vitesse, c'est trop lent. Donc le cosmos doit être agité par des vitesses très très rapides. Sinon, il ne peut pas s'harmoniser. Ça ne peut pas être un cosmos. Je donne un exemple. Quand ils ont envoyé un satellite sur Pluton, 4 heures aller, 4 heures retour. Mais non, c'était long, hein. Bon, bref, alors ils n'en ont pas conclu que. Moi, j'ai enlevé le C au bout pendant mes 3 premières minutes de cosmologie. J'ai enlevé le C. Et à la place, qu'est-ce que j'ai mis? Ben, la moyenne des masses électrons, protons, neutrons, puisqu'il y a 3 particules principales. Et on tombe, attention, tenez-vous bien, hein, on tombe sur la moitié du rayon de Hubble, tel que donnent les dernières mesures, et qui sont en contradiction avec le modèle des satellites, le modèle de tous les ensembles cosmologiques du monde entier sur le satellite Planck. J'ai fait ça il y a 20 ans, ma prédiction était bonne. Donc, autrement dit, il y avait un isolé comme moi qui prédisait le rayon de Hubble et toute une bande de systèmes scientifiques qui ont eu tort devant mon travail. Attention, là, on arrive à un événement historique. Hein. Là, actuellement, ils ont 3% d'erreur sur les mesures directes sur le taux de fuite des galaxies. Hein. Taux de fuite des galaxies, je vous rappelle, hein, la vitesse, il y a une loi d'éloignement des galaxies, une vitesse proportionnelle à la distance. Quand vous extrapolez à la vitesse c, ça définit un rayon. C'est ce rayon-là que j'ai trouvé par la valeur moyenne, la valeur moitié. C'est ça qui intervient, c'est R sur 2 qui intervient dans les équations. Je l'ai trouvé en 3 minutes. Mieux que le millième près. Hein. Donc là, alors justement, là, c'est un débat philosophique. Comment un modeste individu comme ça, avec une petite induction à la con, en appliquant la méthode scientifique de base qui consiste à mélanger les constantes universelles, comment ça se fait qu'on arrive à obtenir une distance aussi énorme? Donc là, attention, ça tire un gros problème philosophique. Ça veut dire qu'il y aurait une espèce de connexion entre le cosmos et l'humain. Parce que n'importe qui, bon, moi je l'ai fait, mais n'importe qui d'entre vous aurait pu le faire. Hein. Vous pouvez le vérifier chez vous le soir, hein, quand vous ne savez pas quoi faire. Hein, Jeff, qu'est-ce que tu fais ce soir, ça? Bon, tu calcules le rayon de l'univers. Le demi-rayon déjà, c'est déjà pas mal. Bon, voilà. Bon, je vais faire de l'art. Voilà. Je vais faire de l'art, je vais faire de la géométrie pure. Puis après, je connecte ça au nombre d'or. Bon, d'accord. Et je trouve des coquilles d'escargots. Voilà. Bon, sinon, voilà, bon, je crois que j'ai fait près le tour. Oui, encore un détail, le cosmos doit être cyclique. Hein, parce que sinon, si le temps est infini, ça fait un petit problème. Donc, il y aurait une certaine cyclicité du temps, hein, quand même. Hein. Voilà. Ça veut dire quoi, cyclicité du temps Comment? C'est quoi ça? Ah ben, alors, si tu continues le calcul, quand tu prends GC, la masse moyenne, si tu calcules une distance, tu as 2000 rayons de Hubble, si tu calcules un temps, tu as 10 puissance 57 secondes. C'est un temps énorme. Hein. Plus énorme que vous pouvez tous imaginer. Il y aurait donc, et alors, j'ai certaines indications que ce temps-là peut annoncer une périodicité de l'univers, parce qu'il s'accorde dans l'axe topologique. Hein. Il s'accorde à un point de l'axe topologique. Donc, il est possible qu'il y ait une cyclicité de l'univers, mais là, je ne suis pas affirmatif. Bon, là où je suis affirmatif,
écoutez bien, c'est la conclusion que je vais donner, et puis je vais finir là, c'est que ce travail démontre sans équivoque que l'ADN est réparti uniformément dans tout le cosmos, sans équivoque. Et deuxièmement, comme ces fameux paramètres inconnus corrèlent directement avec les musiques les plus sophistiquées, il y a à la fois la musique hindoue et la musique chinoise sont impliquées. Je n'ai pas parlé de la musique hindoue. Dans la musique hindoue, il y a 53 notes dans leur gamme. Et donc, leur commun, c'est 2 puissance 1 sur 53, et corrèle directement avec le 137. Bon, donc, ça, vous verrez ça dans la littérature. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le caractère harmonique du cosmos est confirmé. Liaison avec la musique. S'il y a liaison avec les musiques, ça veut dire que la vie intelligente est générale aussi partout. Donc, on pose la question, c'est une question qu'avait posée Fermi à l'époque. Il avait dit, mais s'il y a des extraterrestres, où sont-ils? Il avait dit. Ben, ils sont là, bananes, puisqu'on voit des soucoupes volantes qui nous survolent en permanence. Il y a des tas d'observations qui ont été faites, on sait qu'ils sont là. Alors, les scientifiques officiels ne tiennent pas compte de ces observations. Pour eux, ils disent, on va voir, on va chercher s'il y a de la vie partout, alors qu'ils sont en train de nous observer, banane. Donc, c'est très grave ce qui se passe. Ils sont vraiment à côté de la plaque. Ah oui, au fait, je vous signale que là, il y a un certain philosophe qui s'est payé de cosmologie, là. Il s'appelle Merleau-Ponty. Alors, il a fait un bouquin sur Einstein. Tout le monde a admiré Einstein, qui s'est complètement planté. Einstein n'avait aucune idée du cosmos. La preuve, Einstein avait dit, écoutez bien ce qu'il a dit, le plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Donc, si le monde est compréhensible, ça veut dire que c'est le concept de cosmos. Donc, on appartient au cosmos. Donc, autrement dit, on arrive à comprendre. Il ne faut pas dire que c'est incompréhensible. Donc, Einstein, était en fait, au départ, c'était un philosophe. Même comme philosophe, il était nul. Et alors, au niveau scientifique, vous savez ce qu'il m'a fait? Il a introduit le photon baladeur, ce qui fait que ça a foutu tout par terre. Il a eu le prix Nobel d'ailleurs pour ça. On ne lui a pas donné pour la relativité parce qu'il savait, dans le livre j'ai regardé le livre de Leuven, qui démontre bien que Einstein a tout copié sur Poincaré. Donc, on ne pouvait pas donner le prix Nobel, il fallait lui donner absolument un prix Nobel à cause de l'histoire de déviation. Ça fait tout un panache, là. Un rayon lumineux qui était dévié au voisinage du Soleil. Il fallait absolument donner un prix Nobel. Il lui a donné le prix Nobel pour la pire connerie de l'histoire des sciences. Parce que le photon ne se balade pas. Le photon n'apparaît qu'à la détection. Voilà. C'est pour ça que vous voulez, au niveau de la physique, ils n'ont rien compris au dualisme corpuscule. Ils n'ont pas compris que tout déplace par onde et réceptionne par particules. Vous-même, vous vous déplacez par onde. Comment vous faites? Vous vous désintégrez et réintégrez en permanence. C'est-à-dire le cosmos se calcule lui-même. Donc, il vous désintègre et vous réintègre. Voilà. Il ne faut pas se planter parce que s'il se trompe dans la reconstruction, vous ressortez avec vous êtes mal foutu. Non, mais le cosmos fait des calculs parfaits parce que ce sont des calculs arithmétiques et les calculs arithmétiques sont rigoureux. Donc, rassurez-vous, vous n'allez pas disparaître du jour au lendemain. Bon, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y a pour vous montrer, le Merleau-Ponty, la soi-disant grand philosophe cosmologue, quand je lui ai annoncé que j'avais calculé les rayons de l'univers, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il m'a répondu au téléphone? Il m'a dit, je l'espère pour vous. Voilà. Vous voyez le niveau. Voilà. Alors qu'il aurait dû sauter dans le plafond en disant comment ça se fait que ça n'a pas été fait avant. Et comment ça fait qu'il n'a pas. Pourquoi il n'a pas vérifié? Il dit, je l'espère pour vous. Voilà les idoles actuelles en tant que scientifique et philosophe. C'est lamentable, je peux vous dire. Voilà. Bon, là, j'ai fini pour l'introduction. Donc, on laisse la parole. Bon, tu distribues la parole, toi, Jacques. Qui c'est qui veut prendre la parole? Il lève la main. Oui, tu as terminé là, ton exposé? Moi, j'ai fini, là, c'est bon. D'accord. Bon, alors, est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques par rapport à cet exposé? Oui, d'abord. J'ai des remarques à faire, puisque Oui, bien sûr, oui.
On m'a demandé de les faire, quoi. Et je peux peut-être attendre pour les faire s'il y en a qui ont des questions ponctuelles